Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran là, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc ne manque pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez des commentaires. Donc, on va passer à la première histoire. Donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Bonjour à vous DMG, bonjour à tout le monde. Je viens comme ça avec mon histoire à moi-même. C'est assez récent. Donc je viens pour sensibiliser les gens, pour demander aux gens de ne pas faire la même erreur que moi j'ai faite. Bon, au fait, je suis camerounaise, mais je ne suis pas au Cameroun actuellement. Je suis dans un autre pays, Afrique. Donc, je ne vais pas dire le nom du pays, je ne vais pas donner mon nom parce qu'on m'interdit très souvent d'utiliser les réseaux sociaux. Et si je dis mon nom comme ça, on risque de me reconnaître. Donc, c'est comme ça, j'ai une copine, nous sommes en seconde scientifique. Donc, j'ai une copine, elle et moi, nous sommes assez proches, nous sommes intimes, on se dit tout. Bon, je ne savais pas que derrière, ma copine me faisait des sales coups, elle racontait du n'importe quoi sur moi. Moi, je ne savais pas. C'est après que j'ai su, que j'ai décidé de raconter l'histoire. Bon, un jour, ma mère qui me crèche souvent n'était pas là. Je lui ai demandé si elle connaissait Chrissy. Elle a dit oui, qu'elle sait Chrissy. C'est comme ça, elle a commencé à me cresser à l'école. Elle a commencé à me cresser, elle m'a tressé même 3 à 4 fois. Ma mère à la maison ne faisait que me dire l'affaire que tu te cresses à l'école, si ce n'est pas bien, on peut prendre tes cheveux et faire du n'importe quoi avec. Surtout les copines ne sont pas bien. En plus, nous ne sommes pas chez nous. Tu sais qu'on ne nous aime pas ici. J'ai dit à maman, toi tu vois le mal partout, toi tu es toujours comme ça. Bon, au fait, je ne comprenais pas ma mère. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait. Moi, j'ai continué à me cresser à l'école. Et sans me vanter, c'est vrai, je suis intelligente. J'avais toujours des bonnes notes par rapport à elle. J'avais des jolies notes. Elle avait... Sa note ne dépassait pas 15. Ça ne dépassait pas 15, oui. Mais moi, j'allais au-delà de 15. Donc, lorsqu'elle a commencé à me cresser comme ça, j'ai vu mes notes ont commencé à diminuer. Bref, j'étais déjà bête en classe. Je ne comprenais plus les cours, je n'avais plus envie d'aller aux cours. Parfois, lorsque je viens à l'école, je reste dehors. Ou bien quand on fait un devoir, je suis sûre de connaître. Et ce que j'écris, ce que j'écris sur la feuille, c'est du n'importe quoi. Pourtant, je suis sûre que je connais. Donc, je suis devenue bête du jour au lendemain. Et elle me dépassait déjà en notes. Elle avait déjà les plus bonnes notes. Moi, j'avais déjà ses notes à elle. C'est comme ça, je pars à la maison, j'explique à ma mère que, bon, maman, depuis que ma camarade a commencé à me cresser à l'école, je suis devenue bête, je ne sais pas ce qui se passe. Ma mère a dit que, moi, je t'avais prévenu, moi, je connais le pays ici. Je connais bien comment les gens d'ici sont. Je t'ai dit, comme on vous parle toujours, c'est que, oh, je maîtrise. Maintenant, tu vas gérer le retour seul. J'ai dit, ouais, maman, pourquoi tu me dis ça, ceci, cela. Ma mère a dit que, ok, il n'y a pas de problème, on va mettre en prière. C'est comme ça qu'on a commencé à prier sur moi. On m'imposait les mots, on a commencé à prier sur moi, prier sur moi, prier sur moi. Prier sur moi. C'est comme ça que... Et on m'a aussi dit à la maison qu'elle ne doit plus toucher ma tête, que c'est en touchant ma tête comme ça, elle fait les mauvaises choses sur ma tête. Moi-même, je ne sais pas. Je pense qu'elle est en train de me cresser, pourtant, elle ne me cresse pas. Elle est en train de faire, elle, ces choses sur ma tête. Elle prend mes cheveux, elle fait les incantations en me cressant, ceci, cela. Donc, on m'a interdit qu'elle ne touche plus à ma tête. C'est comme ça qu'avec les prières et la consacration que j'ai recommencé à avoir à l'école, j'ai recommencé à avoir les bonnes notes. Donc, c'est juste pour dire que l'affaire qu'on se cresse à l'école-ci, ce n'est pas bien. L'affaire que n'importe qui doit toucher à nos têtes là, ce n'est pas bien. Me voilà qui a subi ici là. J'étais déjà
Donc, quand on remet les épreuves comme ça, même les professeurs se demandaient mais il y a quoi? Pourquoi tu es devenu faible comme ça? Pourquoi tu es devenu lasse comme ça? Je dis, monsieur, moi-même, je ne comprends pas. Donc, c'est juste pour dire que, pardon, ne vous cressez pas à l'école. Les copines sont méchantes. Les copines sont trop méchantes. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, laissez vos impressions en commentaire. On va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMJ, bonjour aux auditeurs de DMJ. Je t'appelle aujourd'hui pour raconter une histoire qui m'est arrivée. Je suis originaire du Cameroun. Quand j'étais plus jeune, je travaillais, mais c'était difficile pour moi d'avoir l'argent. J'étais artisan. Quand je travaillais pour des gens, ils ne venaient jamais récupérer leur travail. Donc, il était difficile pour moi d'avoir l'argent. Alors que j'étais bien formée. Je connaissais bien mon travail. J'ai trimé comme ça. Les gens pouvaient beaucoup m'aider, mais jamais me donner l'argent. J'étais même d'une famille un peu bien, mais personne ne me donnait l'argent. Donc, c'était très difficile pour moi. Même quand je travaillais, quand j'abandonnais même mon travail pour aller travailler dans d'autres ateliers, le moment de payer, on paye chez moi, on ne me donne pas l'argent. Donc, c'était très difficile pour moi. J'ai trimé comme ça, trimé comme ça. Un jour, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Il y a ma tante, la sœur à ma mère, que j'aimais beaucoup, et elle aussi, elle m'aimait beaucoup. Donc, tout le temps, j'étais toujours très rapprochée à elle, plus qu'à ma mère. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis en train de passer, parce qu'on passait d'abord chez elle avant d'arriver chez nous. J'étais allée chez nous, j'étais en train de rentrer dans la ville où j'habitais. Je passe à côté de la maison de ma tante et je l'appelle maman, maman, maman. Elle est à la maison, elle comprend, elle ne veut pas répondre. Je descends vers chez elle, vers sa maison. Je l'appelle, maman, maman, je t'appelle depuis, tu ne réponds pas. Elle me dit, mais tu m'appelles depuis pourquoi? Je lui dis, je suis en train de rentrer déjà sur Yaoundé. Je voulais te donner un peu d'argent pour que tu achètes de l'huile. Je n'ai pas assez d'argent, mais en payant mon transport, il va me rester un peu. Je préfère te laisser ça. Elle dit, mais voici, donne alors. Je lui tends l'argent. Elle refuse de prendre l'argent. Je me dis qu'elle a simplifié la somme. Je lui tends le deuxième billet. Elle refuse de prendre l'argent. Je lui tends le troisième billet. Elle refuse de prendre l'argent. Et elle me dit, pas avec ton argent. Et je tends les mains horizontalement comme ça. L'argent, les billets de 1000 francs, ça remplit dans mes mains. Tout ça, c'est dans un rêve. Et elle me boude, elle refuse catégoriquement de prendre l'argent. Elle me dit, pas avec ton argent, je ne veux plus de ton argent. Ne me donne plus ton argent. J'ai dit, qu'est-ce que je te fais? Ce n'est pas l'argent que je te donne, c'est l'argent pour acheter l'huile que je te donne. Donc, ce n'est pas... Elle dit, non, je ne veux pas. Je me suis donc retournée toute fâchée. Je suis partie comme ça dans un rêve. Je suis partie. J'ai fait du temps. Je n'avais jamais raconté ces rêves à quelqu'un. Mais entre-temps, mes affaires ont recommencé à marcher. Mes affaires ont commencé véritablement à marcher. Les gens qui me donnaient du travail, ils venaient récupérer le travail. Ils venaient avec d'autres personnes. Franchement, mon atelier a commencé à monter. Bon, je n'avais jamais raconté ces rêves à quelqu'un. Un jour, il y a ma grande soeur qui est venue chez moi. On causait de tout et de rien. On était dans la joie, on riait, on causait. Je lui dis, moi j'ai fait tel rêve comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a refusé de prendre l'argent. Ça sort de la bouche de ma grande soeur. Elle me dit directement, elle t'a remis ton argent. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es fâché? Elle t'a remis ton argent. Tu crois que c'était normal que quelqu'un comme toi, tu es formé, tu ne trouves pas l'argent, tu ne trouves pas le travail. Et tu es même marié avec un homme qui a l'argent. En dehors de s'occuper de ses enfants, il ne te donne pas l'argent. Tu ne trouves pas que c'était un peu... que c'est incompréhensif? Que toi, tu vives des moments difficiles comme ça? Je lui dis, bon, je ne sais pas, je te dis aujourd'hui. Elle me dit, ça fait combien de temps? Je lui dis, ça va déjà 1 an. Elle me dit, voilà ton atelier. Regarde comment, depuis un bon bout de temps,
Les gens défilent ici, ils donnent le travail, ils reviennent récupérer leur travail, et tout ça. Alors que les gens entassaient le travail ici, personne ne venait chercher. Je lui dis, je ne sais pas. C'est passé. Et puis, je suis partie du pays. Je suis restée ici longtemps, en Europe. Et puis, un jour, j'ai perdu ma mère. Je suis partie au pays pour l'enterrement. J'avais toujours l'amour avec ma tante, là. Quand j'arrive, je pars parce qu'elle était elle n'était plus au village. Je pars là où elle est pour la trouver. Parce que même étant ici, je l'envoyais toujours l'argent. Elle me voit, elle me dit que ouais, j'ai pleuré qu'il ne faut pas que je meure sans te voir. Il fallait que tu viennes, je te vois comme ça. Si je veux mourir, je pars en paix. J'étais avec une de mes nièces. Et sa fille me dit que maman est devenue malade. Elle dit n'importe quoi. Et puis, on est resté, on a fait à manger, on a mangé. Et quand je partais, elle me dit, arrête-toi, je m'arrête. Elle se lève, elle se met à genoux, elle masse mes pieds. J'étais avec ma nièce, puisque moi je suis quelqu'un un peu bête, hein. Je ne suis pas trop regardant. Elle commence à me masser les pieds, elle me dit, c'est parce qu'elle est malade, elle devait m'amener au village pour me montrer justement là où je suis née. Elle me dit que ma mère partait à l'hôpital pour donner naissance, mais elle a donné naissance en route. Donc je suis née pas à l'hôpital, mais en route. C'est là où on m'a portée pour m'amener à l'hôpital. Et je me pose la question intérieure, pourquoi elle me dit ça aujourd'hui? Or, ma mère me disait toujours que ton histoire avec ta tante là, c'est un peu complexe parce que je ne sais pas. Le jour qu'on t'a accouché, elle est venue à l'hôpital. Je t'avais déjà accouché. Et elle m'a dit, l'enfant-ci m'a amené beaucoup de chance. L'enfant-ci nous amène peut-être la chance dans cette famille. Et quand je venais à l'hôpital, j'ai trouvé l'argent en route. J'ai ramassé un paquet d'argent en route. Ma mère me dit, elle ne m'a jamais dit la somme qu'elle a trouvée en route, ni me montrer l'argent. Elle m'a seulement dit que l'enfant-ci m'a donné le bonheur. J'ai trouvé l'argent en route quand je venais à l'hôpital. Mais quand la dernière fois qu'on s'est vu, elle me dit que je suis née en route. Que je suis née en route, pas à l'hôpital. Au fait, ça m'a troublée. Donc, l'histoire que je voudrais ramener dans ce petit vécu, c'est que je ne sais pas, on ne sait pas qui est qui. Mais ce que je retiens, c'est qu'après le rêve que j'avais fait, que je lui ai donné l'argent, elle a refusé. Et tout a décollé pour moi. Donc, tout a décollé pour moi. Et depuis aussi qu'elle m'a demandé pardon, je me suis posé la question. Je lui ai même demandé, maman, pourquoi tu me demandes pardon? Elle dit que tu es ma fille. Elle m'a massé les pieds, Et il y a des trucs qu'on peut garder quand même secret. C'était juste pour dire que par moment, on voit des gens, on se dit qu'on est avec ces gens. En réalité, on ne sait pas. Donc, la vie, à la fin, c'est des surprises. C'est des surprises que tu te poses la question, pourquoi? Surtout que ma tante aussi, elle a des enfants, elle a eu des enfants. Mais elle me disait toujours quand j'étais petite que c'est toi, tu devais être ma fille, toi, tu devais être ma fille. Mais, je ne sais pas, j'étais très proche à elle. Inconsciemment, inexplicablement, je me rapprochais trop d'elle, plus que de ma mère. Voilà, c'était l'histoire que je voulais aussi partager avec les gens qui peut-être réfléchissent mieux que moi, qui peut-être entendent mieux que moi, parce que cette histoire m'a un peu souvent trotté la tête et je me suis posé beaucoup de questions. Bon, voilà, je partage avec vous. Merci et je vous remercie pour le temps que vous deviez prendre pour suivre cette histoire qui est peut-être la mienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Ok, DMG. Désolée si
supprimé les notes vocales que j'avais envoyées. Je l'ai supprimé parce que je trouve que cette histoire que je voulais raconter est très longue, donc je pouvais appeler directement à 20h pour vous expliquer. Mais je vais vous expliquer une histoire qui m'a été racontée par ma mère lors de sa jeunesse. Donc, ma mère dit à cette époque, elle avait 18 ans. Et il y avait une fille dans le quartier qui était très belle, une fille vraiment très belle. La taille, la forme, le teint ébène, tout était très très joli avec elle. Donc ça fait que les hommes venaient de partout pour lui demander sa main. Et elle refusait. Elle leur disait que quand il la regarde, est-ce qu'il avale parce qu'elle est très belle, qu'elle ne mérite pas de marier une pauvre. Parce qu'avec sa beauté, elle doit forcément marier un riche gars, un homme fructueux. Donc c'était comme ça. C'est ce qu'elle faisait pour décourager tous les gars qui voulaient l'épouser. Et cette fille est partie à l'école. Elle a croisé un jour dans ses balades un homme, un ministre du pays. Un gars très fructueux, tu vois sa voiture, une très très belle voiture. Les voitures à cette époque, les dernières sorties, c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est approché, il a demandé à la fille est-ce qu'il peut la déposer ou est-ce qu'elle part. Elle a expliqué, elle était tellement contente qu'elle n'a pas réfléchi, elle est montée dans la voiture du monsieur. Elle a indiqué son quartier, que c'est là, elle rentre là. Donc le monsieur vient la déposer, il lui a donné sa carte, il lui a dit de l'appeler. Il a complimenté, tout. Elle était très heureuse. Donc, elle a expliqué à sa mère qu'elle croit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Sa mère dit qu'elle fasse attention, qu'elle veut vraiment rencontrer cet homme-là. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle a commencé à fréquenter le ministre, là. Ma mère m'a dit le nom du ministre, mais je ne peux pas dire, je préfère taire le nom. C'est un grand monsieur de ce pays. Donc, elle a commencé à fréquenter le ministre. Elle avait les vêtements de marque, les sacs, tout ce qu'elle avait était des trucs, tout ce qu'elle portait était des trucs chers. Donc, elle a dit au ministre que même s'il veut la marier, qu'elle est d'accord, même si c'est pour une deuxième femme, vu comment il s'occupe d'elle. Il a dit qu'elle ne se presse pas et puis elle a trouvé étrange que les deux ne couchent pas ensemble, ne font pas l'amour. Donc, elle lui a dit, mais chérie, pourquoi depuis tout ce temps, nous ne faisons pas l'amour, on ne fait pas l'amour, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit non, qu'elle ne se presse pas. Elle ne se presse pas, qu'il part au voyage, à son retour, ils vont le faire. Parce qu'il rentre du travail, il est fatigué. Donc, il était en voyage, à son retour, il lui a demandé de venir, qu'elle vienne le trouver chez lui à la maison. Donc, elle est partie, elle a vu la maison, vraiment, la maison était grande, une très grande maison, elle était contente. Donc, dans son cœur, elle se disait que, ah, waouh, que c'est là que je vais vivre. J'ai trouvé le gros lot, j'ai pris le jackpot, comme ça, dans son cœur. Donc, le monsieur l'a invité dans sa chambre. Et quand elle est rentrée, le monsieur lui a dit que non, lui ne veut pas coucher avec elle, ne veut pas lui faire l'amour, mais tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle se couche, lui va déféquer sur son dos. C'est tout ce que lui veut, qu'il va déféquer sur son dos. Elle a dit non, mais comment ça? Il lui a dit qu'elle n'a pas le choix. Et si elle refuse, quand elle va sortir de cette maison, elle sera morte. Mais si elle veut vivre longtemps, elle doit accepter qu'il défèque sur son dos. Et en plus de cela, il va lui donner beaucoup d'argent, plus que ce qu'il lui donne d'habitude. Donc elle a vu que, après avoir réfléchi, elle a vu que ce n'était rien. Parce que s'il a fini de déféquer sur son dos, elle va aller prendre son bain, se laver très bon. Et puis elle va sentir la rose après ça. Donc elle a accepté. Le monsieur a déféqué sur son dos. Après avoir fini, elle est rentrée dans la salle de bain. Elle s'est nettoyée, lavé bien, elle a mis les gels de douche, tout. Donc il lui a donné beaucoup d'argent et elle est partie. Donc, quand elle est sortie de chez lui, elle a emprunté un taxi. Dans le taximètre lui dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la voiture sent comme ça, excusez-moi, du caca. Elle a dit, non, comment ça? Il lui dit, mais tu sens pas ça, que je ne peux pas supporter, cette odeur est trop forte. Pardon, il faut sortir de ma voiture, ça sent tellement. Il faut que tu descendes, ça sent que je ne peux pas supporter. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est descendue.
Ainsi de suite, tous les taximètres qu'elle prenait disaient la même chose, qu'elle sentait très mauvais, qu'elle est jolie, elle est belle comme ça, et puis c'est elle qui sent mauvais comme ça, qu'est-ce qui ne va pas. Donc frustrée, elle a commencé à marcher. Donc il y a un taximètre, le dernier taximètre qu'elle a pris, il a parlé de ça aussi, mais elle a supplié de l'amener quand même à la maison, qu'elle va payer plus. Donc, il a bouché son nez, il a roulé jusqu'à ce qu'il arrive dans son quartier, il la dépose. Donc, elle a couru pour demander à sa maman, maman, tu sens une odeur? Sa maman dit oui, elle sent une odeur excusez, hein, du caca. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a marché sur ça ou quoi? Qu'elle vérifie ça. Elle dit non, qu'elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché. Elle a commencé à pleurer, elle a couru pour entrer dans la douche. Elle a pris les gels de douche, tout ce qui sentait bon. Elle s'est relavée, nettoyée. Elle a payé des parfums chers. Elle a mis sur lui, mais cette odeur persistait. Cette odeur était tellement forte que même si elle a quelques mètres de toi, tu sens l'odeur. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ainsi que son dos a commencé à pourrir. Le dos a commencé à pourrir. Sa mère lui dit, mais ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'elle va comme ça avouer à sa mère que le ministre en question a déféqué sur son dos, que c'est après ça que tout le monde a commencé à lui dire qu'elle sent très très mauvais et que son dos a commencé à pourrir. Sa mère désespérée lui dit, sa mère se met à pleurer, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as accepté? Sa mère a commencé à pleurer, sa mère lui dit que qu'on appelle le ministre en question, il a son numéro. Donc quand ils ont essayé d'appeler le ministre, le numéro qu'ils ont lancé ne passait plus. Ça ne passait plus et son corps commençait à pourrir. Son corps commençait à pourrir. Il y a les asticots qui sortaient d'elle, a commencé à maigrir. Elle gonfle. Et il y a de l'eau. Sur le dos, là, c'est gonflé. Il y a de l'eau, du liquide bizarre, nauséabond qui sortait. Elle pourrissait. Tout son corps pourrissait. Donc, l'argent qu'elle a reçu du monsieur, ils se sont promenés dans tous les hôpitaux, ils n'ont pas eu de solution. Son corps pourrissait, elle sentait très mauvais, elle a pleuré, elle a regretté. Elle a regretté. Elle dit que si elle savait, elle allait prendre un homme tranquille, simple, avec qui elle allait se marier et fonder une famille. Que si elle savait, elle pleurait. Et sa mère l'a amenée dans des églises, ils ont fait des prières, tout. Ça n'a pas marché et cette fille est morte. Donc maman dit à cette époque-là, vraiment sa mère, après sa mort, sa mère est partie parce que la fille a indiqué là où vivait le ministre, elle allait là-bas. On lui a dit que le ministre n'habite pas là. Donc cette histoire est restée comme ça, c'était l'unique fille de sa mère. Donc à cette époque-là, toutes les jeunes filles étaient vraiment avaient peur des riches gars. Et c'était la petite histoire que je voulais vous raconter. Il dit que nous devons faire très attention, nous ne devons pas courir après l'argent parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont eu leur argent en travaillant dur. Il y a beaucoup qui sont passés par des sectes, par des mythes et autres. Donc, nous devons faire très, très attention. Désolée pour les fautes. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bonsoir ou bonjour, DMG. Comment allez-vous? L'histoire que je vais vous conter maintenant, c'est deux en une. C'est une histoire qui m'avait été contée ou qui m'avait été racontée par un de mes oncles dans les années 1988. Mon oncle était un chercheur, il faisait des recherches et il était sur un projet de fabrication d'un satellite et il était même financé par les fonds publics. Et déjà, moi je suis camerounais et ceci se passe au Cameroun. Lors d'une de ces expéditions, de retour d'une de ces expéditions qui s'était faite dans le sud Cameroun,
Pour ceux qui connaissent le Cameroun, le sud Cameroun, c'est la zone de la forêt équatoriale. Et, et n'est-ce pas, lors de cette expédition, sa voiture était tombée en panne. Bien évidemment, il était toujours accompagné d'au moins 4 personnes. Sa voiture était tombée en panne. Au fin fond de la forêt équatoriale du Sud Cameroun. Le Sud Cameroun est limitrophe avec la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Alors, il n'y avait aucun village aux alentours. Ils avaient tenté de faire redémarrer la voiture, mais en vain. Alors, ils s'étaient résignés. Alors, il m'avait dit que, alors qu'ils s'étaient résignés, ils avaient vu un jeune homme d'une trentaine d'années sortir de la brousse, se diriger vers eux et leur demander ce qui n'allait pas. Alors mon oncle lui avait dit que leur voiture était tombée en panne et il n'arrivait pas à la remettre en marche. Alors le jeune homme d'une trentaine d'années leur avait dit d'attendre. Déjà, mon oncle m'avait dit qu'ils avaient tous été, lui et ses accompagnateurs, ils avaient été étonnés et surpris de voir un jeune homme d'une trentaine d'années sortir de la brousse à cet endroit. Un endroit où il n'y avait aucun village tout proche. Quelques minutes après, le jeune homme était revenu avec toutes les clés de dépannage d'un moteur. Alors, il avait dit d'ouvrir le capot et en moins de 5 minutes, il avait fait redémarrer la voiture. Mon oncle donc m'avait dit qu'il avait trouvé ça un peu curieux et il avait eu le 6e sens qui lui avait dit que ce jeune homme ne devait pas être un jeune homme ordinaire. Il avait donc appelé en apartheid et il lui avait expliqué, il lui avait parlé du projet qu'il avait, c'est-à-dire la construction d'un satellite. Alors le jeune homme s'était mis à rire et mon oncle lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il riait. Le jeune homme de lui dit que lui, il pouvait bien, n'est-ce pas, l'aider à mettre sur pied ce satellite. Mais la raison pour laquelle il ne pouvait le faire, c'était celle, n'est-ce pas, de l'insuffisance des moyens que le Cameroun avait pour le payer lui. Et c'est alors qu'il révéla à mon oncle que lui, il travaillait à la NASA aux États-Unis et qu'il était juste venu à la pause. C'est-à-dire que là-bas aux États-Unis, à l'heure, il était 13 heures au Cameroun et à l'heure qu'il faisait aux États-Unis, c'était l'heure de la pause. Il avait donc dit qu'il vient se reposer au Cameroun. Et il avait dit à mon oncle qu'à 14h05,
00, il repartait aux États-Unis. Il révéla donc à mon oncle que lui, il vit aux États-Unis, il travaille à la NASA, sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, sont aux États-Unis, il a sa maison aux États-Unis, et que si mon oncle partait aux États-Unis, et s'il le cherchait, ils allaient se voir. Parce que lui, il vivait aux États-Unis, et qu'il était juste venu se reposer pour la pause au Cameroun. Il était 13 heures et qu'à 14 heures, il repartait. Alors, toujours dans la même lancée, mon oncle m'avait dit que on lui avait parlé d'un vieil homme quelque part dans un village dans notre département d'origine. Et il dit donc qu'il s'était mis à chercher le village et il avait trouvé le village. Arrivé dans le village, il s'était mis à interroger certains villageois. Et à chaque fois qu'il interrogeait certains villageois concernant ce vieux monsieur, chacun de ces villageois disait que oui, ils le connaissent et il lui a indiqué là où était sa maison. Mais il soulignait que eux, ils ne maîtrisaient pas exactement le genre de vie que menait ce vieux monsieur. Parce que à certains moments, il le voyait et à d'autres, il se rendait compte qu'il n'est pas là. Sa maison pouvait rester fermée pendant 1 mois, 2 mois, sans qu'il ne le voie, sans qu'il ne sache là où il est parti. Et un beau matin, il recommença à le voir. Donc mon oncle était donc parti, n'est-ce pas, toquer à la porte de ce monsieur. Le vieil homme était là, effectivement. Alors le vieil homme le reçut et mon oncle s'est mis à lui expliquer le projet sur lequel il était en train de travailler. Et lorsqu'il eut fini de lui expliquer cela, le vieil homme éclata en sanglots. Il se mit à pleurer à chaudes larmes. Et mon oncle de lui demander pourquoi est-ce qu'il pleurait. Et le vieil homme lui dit que donc c'était lui qu'il attendait depuis longtemps, que ses aïeux lui avaient dit qu'il allait rencontrer quelqu'un. Mais malheureusement, que lui, mon oncle, était arrivé avec quelques jours de retard. Et mon oncle lui demanda comment ça je suis arrivé en retard. Le vieil homme s'est mis encore à pleurer. Et il dit à mon oncle que lui, il voyageait dans le monde entier. Il dormait dans les plus grands hôtels. Et parfois, lorsqu'il arrivait dans un hôtel, les hommes, les personnes qui étaient aussi surnaturelles en ces lieux-là, dans ces pays, dans ces villes ou dans ces hôtels, constatant qu'il était là, l'attaquaient souvent. Ça devenait une bagarre. Pourquoi l'attaquait-il? Parce qu'il voulait arracher ce qu'il avait, c'est-à-dire le pouvoir qu'il avait. Mais il dit à mon oncle que il les écrasait comme des mouches. Il était toujours beaucoup plus puissant que tout cela. Et il dit à mon oncle que s'il venait avant, lui, le pouvoir qu'il avait était un pouvoir qui faisait qu'il matérialise tout ce qu'on pouvait lui demander de matérialiser.
Il dit à mon oncle que le satellite qu'il veut fabriquer, qu'il voulait construire, il suffisait que mon oncle lui explique comment il voulait que ce soit, ce qu'il voulait que ça fasse. Il allait matérialiser ce satellite devant lui. Ce satellite allait devenir visible, palpable, et mon oncle allait commencer à l'utiliser. Il dit à mon oncle que même si c'était un avion qu'il voulait qu'il matérialise, il suffisait juste qu'il lui dise comment il voulait que l'avion soit. Et il allait le matérialiser. Il allait matérialiser. Cet avion allait devenir réel. Et il dit à mon oncle que ce pouvoir lui avait été légué par ses aïeux. Il dit donc à mon oncle que lors de son dernier voyage dans le monde, à un moment, il avait pensé au pape. Il s'était dit, depuis j'entends toujours parler du pape. Il faut que je rencontre le pape en personne. Il faut que je rencontre ce monsieur-là. Et dans les années 88, le pape de l'Église catholique, c'était Jean-Paul II. Il dit donc qu'il était allé au Vatican. Il dit à mon oncle que dès qu'il était arrivé au Vatican, le pape avait senti qu'il y avait une force qui était au Vatican. Il avait fait fouiller dans tout le Vatican. Et les émissaires qu'il avait envoyés l'avaient trouvé. Il l'avait donc amené chez le pape. Il dit à mon oncle que le pape s'était mis à le flatter pendant plus de 2 heures de temps pour qu'il lui remette le pouvoir qu'il avait. En lui disant que ce genre de pouvoir ne doit pas être détenu par un individu, mais qu'il doit être détenu par l'Église. Après 2 heures de temps, il dit à mon oncle qu'il avait cédé. Il lui avait donné le secret qu'il avait. Il dit que dès qu'il avait donné le secret, tout ce qu'il avait pu faire, c'est de partir du Vatican et revenir au Cameroun. Et lorsque son fils unique avait su cela, qu'il n'avait plus son pouvoir, son fils unique avait failli l'étrangler. Et lui avait reproché pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Lui, il attendait que c'est à lui qu'il allait léguer ce pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Et il dit à mon oncle que depuis, il presse sa tête pour retrouver, pour se souvenir de la formule. Parce qu'il dit à mon oncle que c'était une formule. Pour se souvenir de la formule qu'il avait. Mais il n'arrivait pas à se souvenir de cette formule. Alors, la leçon à tirer ici, c'est que tous les Africains qui sont détenteurs de ce genre de pouvoir doivent prendre la décision de travailler pour l'Afrique, pour le compte de l'Afrique, pour le développement de l'Afrique. Qu'ils ne se laissent plus tromper par les Occidentaux, car ce sont ces mêmes Occidentaux qui font souffrir les Africains. Donc, tous les Africains qui sont détenteurs de pareils pouvoirs, car je sais qu'il en existe toujours, que ce soit au Cameroun ou dans tous les autres pays d'Afrique. Tout simplement, il faut les découvrir, parce que beaucoup sont, n'est-ce pas, ne se font pas connaître. Ils restent dans l'ombre. Mais quand ils restent dans l'ombre, les Occidentaux les trompent. Il est donc temps que les Africains se réveillent, que les Africains fassent un travail de fond, que les Africains sensibilisent, n'est-ce pas,
leurs frères qui pourraient être détenteurs de pareils pouvoirs, afin que ces pouvoirs servent à l'Afrique. Alors, commentez, likez, partagez. Merci DMG. Merci pour l'histoire. Donc, laissez vos impressions en commentaire, s'il vous plaît. Laissez les commentaires, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Alors, très bonsoir. J'ai une seconde histoire que je vais raconter aussi. En fait, j'en ai plein, mais je vais essayer d'aller mollo. Ça, c'est à propos de nous, les jeunes d'aujourd'hui. Quand on nous parle, on ne veut pas écouter là. L'histoire concerne une amie à ma cousine. Sa maman était sa maman, excusez-moi, est très riche. Elle est très riche. Donc, quand on parle des vendeurs de wax au grand marché de Lomé, elle en fait partie. Et ceux qui connaissent Lomé, quand on parle, si on dit déjà qu'il y a une maman qui vend les wax, c'est une maman friquée. La fille là, elle est très arrogante. Vous connaissez l'air des enfants des riches, arrogante. Elle passe, elle ne salue pas les gens. Les motos, c'est comme ça, elle change ça comme elle veut, les portables, tout ça là. Elle est tombée sur un homme marié, jusqu'à ce que l'homme lui demande un mariage. La femme de l'homme lui dit: ma chérie, si tu es très maligne, faut même pas t'engager dans ce mariage, parce que moi, mon homme là, on ne le marie pas. Tu ne sais pas d'où on a quitté. On a galéré ensemble depuis les bancs. Donc mon homme là, lui-même, je lui ai dit ça. Mais c'est parce qu'il est têtu. Je sais pas, ou bien il a oublié. Sinon, on a galéré ensemble. C'est moi qui ai porté le sable pour que les maçons construisent dans notre maison. Et puis quand je portais le sable, tu ne sais pas ce que j'ai dit. Ou soit il te marie, il ne te laisse pas dans la même ville que moi, une autre ville. Mais si c'est dans la même ville, je te jure que je vais te faire du sale. La fille dit: non, tu es trop petite. C'est toi qui as enfanté l'enfant. C'est à cause de toi, son papa là, et sa maman l'ont mis au monde. Tu es qui? Tu sais d'où je viens? Pourtant, elle n'a rien. Chaque temps, c'est comme ça la femme du gars l'appelle. Chaque temps, c'est ce que la femme du monsieur lui dit. Le monsieur était un titaman, transporteur de gros, comment on appelle, gros camions là. Il avait beaucoup. Donc, il a une entreprise. Les gens travaillent pour lui. Chaque temps, jusqu'à la veille du mariage, la femme dit: tu as refusé, non? Ok, ce que tu as cherché là, tu vas trouver. Il faut venir me trouver ici. Le jour du mariage, venez voir. Sa maman sur les bœufs, c'est pas un bœuf. Mariage qui a pris 5 jours. Réception, quoi, tout ça là. On dirait même que c'est elle qui a doté le mari. Parce que la famille de la mariée a plus investi dans le mariage là. Ok, le mariage fini, on prend la mariée, on amène à la maison de son mari vers 16h comme ça. On arrive chez nous. Quand tu veux seconder quelqu'un, on arrive, on te met dans la main de la première épouse. On arrive, la première épouse est sale, elle n'a même pas, elle ne s'est même pas gênée. La maison, vous n'allez même pas savoir que c'est sa épouse qui rentrait. C'est le jour du mariage, elle a enlevé les habits, elle a regardé la fille de la tête aux pieds, puis elle a secoué la tête. Elle a recommencé par faire sa lessive. On l'a appelée, on dit: on a amené ta épouse, viens la porter pour amener dans la chambre. Elle a porté pour amener dans la chambre. Elle a fait son cinéma là-bas, elle est ressortie, elle a recommencé par laver les habits.
Les gens disaient, mais celle-là, elle est comment? Elle ne cache même pas sa jalousie. Il y a une ethnie chez nous ici, quand on appelle le nom de cette ethnie, tout le monde fuit. Et la mariée elle-même dit, elle est de cette ethnie, non? Elle pense que quoi, j'ai peur d'elle. C'est parce que les gens disent que l'ethnie là, elle ceci, cela. Elle pense que moi, j'ai pas peur d'elle. Et la maman de la mariée dit, ce que tu as commencé là, faut te taire. On va prier. Tu vas rester ici tranquillement. Elle dit, non maman, faut laisser. Elle a commencé depuis. Elle pense que je vais abandonner. C'est la maman dit, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit non, que si je ne laisse pas son mari. Hier même, elle m'avait appelé, elle m'a dit que non, je suis têtue, ne devenez, je vais voir. Et la maman dit, pourquoi tout ce temps tu m'as rien dit jusqu'à ce que le mariage arrive? La maman a commencé par pleurer. Elle dit, il faut laisser. Elle ne sait pas sur quel pied moi aussi je danse. Il faut laisser. La maman commençait par paniquer. La maman commençait par paniquer. Au même moment, les chaussures de la mariée, c'est chez nous, on porte tout blanc. Elle avait porté bazin blanc, tout blanc, chaussures blancs. Elle a levé les chaussures pour déposer à la devanture du salon. Maintenant, on est là-bas, on prie, on fait tout ça là. 18h arrivant, on veut prier. On sort, on ne trouve pas les chaussures de la mariée. Où sont les chaussures de la mariée? Elle est là-bas la première fois. Elle ne dit rien. On a cherché les chaussures on a cherché. Il y avait une sourde dans leur maison. Quand la première femme prenait les chaussures, la sourde l'a vue. On a cherché, mais la sourde ne savait pas ce qu'on cherchait. C'est par après, on commence par gronder, ça devient un problème. C'est là la sourde a fait signe qu'elle ôtait la ficelle, se prendre les chaussures là. On l'a demandé, elle dit non, quel hôtel n'a pas pris les chaussures. On l'a fait tout, elle dit non, l'hôtel n'a pas pris les chaussures là. La maman de la mariée l'appelle, elle dit, au cas où on venait à voir les chaussures, ne porte pas les chaussures là. Elle dit quoi? L'hôtel va porter ça. Si l'hôtel voit ça en même temps, elle va porter. La maman dit, en tout cas, je t'ai dit. Un mois après, on revoit les chaussures. Elle dit qu'elle a revu les chaussures là-haut. On a posé les chaussures là. En ce moment, leur mari était en déplacement. Le jour-là, elle avait une boutique, une boutique de prêt-à-porter. Elle se douche, elle fait tout, elle prend les chaussures là. Elle dit que celui qui a pris ça là, tu penses que quoi? Ce que j'ai fait là, tu n'as pas vu toi-même, tu as ramené les chaussures là. Pourtant, elle n'a rien fait, c'est la bouche elle fait. La première fois ne leur a rien dit. Elles sont dans la même maison depuis qu'on l'a amenée. La première fois ne l'adresse pas la parole. Toi-même, tu es dans une maison où quelqu'un ne te parle pas, ça ne te fait pas peur. Tu es là. Tu fais ta bouche, tu fais ta gueule, que non, tu es enfant de riche, tu es venu avec voiture, tu es venu avec ceci, cela. Elle ne dit rien. Tout ce qu'elle dit, elle dit, je t'ai prévenu. C'est tout ce qu'elle lui dit chaque jour, matin, midi, soir. Elle prend les chaussures, elle porte, elle sort à la boutique. 3e jour, le mari vient. C'est son tour de rentrer chez le mari. Le mari dit, toi là, tu sens. Elle dit, je sens comment? Elle dit, tu sens, je sais pas, tu sens l'odeur de caca de vache. Elle dit, Elle est partie se doucher, se redoucher, faire comment et faire comment. Le mari dit, tu sens, comment tu sens comme ça? 2e jour, elle rentre chez le mari. Le mari dit, toi là, tu n'as pas pris ton bain ou bien comment? Maintenant, tu sens comme si l'odeur de cadavre, quand le cadavre commence par se décomposer, c'est comme ça que tu sens. Donc, c'est comme ça que tu sentais. Donc, tu sortais en ville comme ça, je te voyais. C'est fini, ça. On appelle la première femme. On la demande. Elle fait son cinéma. Oui, tu sens. C'est comment? On vous parle, vous n'entendez pas. Tu n'as pas dit que moi, je suis comment? Tu es parti prendre Miss, non? C'est la Miss là, ça. Ce que je vous dis là, mariage là, ça n'a pas fait 6 mois. Le mariage a pris fin. Quand le mari la voit comme ça là, il n'arrive pas à respirer. Pourtant, elle était déjà grosse. Elle a plié ses bagages. Elle est revenue chez nous. C'est ici et c'est chez sa maman. C'est chez sa maman. Elle a accouché une fille. Jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, si le mari vient voir sa fille, si elle sort comme ça pour rencontrer le monsieur, il y a toujours l'odeur là sur lui. Elle pleure. C'est elle-même avec sa bouche qui nous dit, il ne faut pas
avoir le gros cœur, que non, moi, j'ai j'ai un esprit qui me protège. Quoi. Il faut avoir peur de l'homme. Il faut avoir peur de l'homme. Que voici ce qui est arrivé. Le gars l'aime, mais le gars ne peut pas rester avec elle à cause de son odeur nauséabonde. Elle-même, tout, on l'a amenée partout. Au Bénin, on l'a amenée partout. On ne sait pas celle-là où la dame là est partie faire son fétiche. L'odeur là, si le mari écoute là, c'est ça. On a convoqué la dame. La dame a dit que l'hôtel avait déjà prévenu. Elle a refusé, elle a fait sa bouche que elle est allée même jusqu'à dire à la dame que elle n'a qu'à voir, c'est elle qui va gagner. Donc, que elle a, genre, elle a lancé un défi, non? Et l'autre, elle a fait, elle, son mari là, personne ne va la seconder. Elle est là à la maison, hein. Elle est là. Les gars aussi, hein, après ça, les gens ont peur de l'approcher. Les gens ont peur de l'approcher. Elle est là, avec son argent, mais elle ne ressemble à rien. Elle a maigri. Elle n'est même plus. Elle ne ressemble. Elle n'est plus comme avant, quoi. Son arrogance et tout ça, là. Elle a laissé. Mais, vous savez, la vie, quoi. Elle-même, si elle veut nous donner les conseils aujourd'hui, elle dit, écoutez les conseils de vos mamans. S'il y a un truc, tu vois qu'il y a un signe, ça ne va pas. Faut te confier à ta maman. Depuis elle a commencé par la menacer. Si elle avait parlé à sa maman allait dire non, enlève tes pieds là-bas. Quand sa maman lui a dit ne porte pas, si elle avait écouté, tout ça n'allait pas être arrivé. Elle a parlé tout, elle a dit tout. Avant de faire mariage, les prières, tout ça là. Sa maman l'a parlé, elle acceptait ça. Oui, j'ai fait, pourtant elle ne faisait rien. Elle faisait la bouche que non, tu penses que moi aussi je suis simple, pourtant elle n'a rien. Elle nous donne des conseils aujourd'hui que ce que là où ta main n'arrive pas, là, faut pas accrocher ta main. L'autre elle faisait la bouche que tu penses que je suis simple, moi aussi je suis pas simple. Elle a testé la dame. La voici aujourd'hui avec son enfant. L'enfant va chez son père. Mais elle-même, le gars, jusqu'à aujourd'hui, ce que je vous parle là, ça peut faire 6 ans. Mais jusque là, si le gars vient, c'est comme ça le gars dit qu'elles sont. Et puis le gars n'accepte pas qu'on dise que c'est ça. C'est la première femme qui a dit. Je ne sais pas si elle a blindé les yeux du gars ou bien comment. Je ne sais pas. Vraiment, DMG, les dehors est mauvais. L'homme est capable de tout. Et la dame là, quand je la vois là, elle me fait à la fois pitié, je sais pas quoi. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Donc on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute l'équipe DMG. Likez, partagez et surtout commentez. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je vais raconter l'histoire de ma cousine. Ma cousine est née 4e fille de ses parents. Après la naissance de ma cousine, les enfants désiraient un homme, un garçon, mais enfin ils ont eu une fille. Et ils ont décidé de la sacrifier dans des rites du village. Elle ne doit pas aller en mariage, elle ne doit pas faire d'enfants, elle doit être l'homme de la famille. Après, ma cousine a grandi, brillante, intelligente. Elle a même travaillé avant ses grandes sœurs. Elle était cadre dans une société de la place. En 2006, elle fait la connaissance d'un homme qui disait qu'il va l'épouser. Et l'homme lui a dit, moi je veux que tu me présentes à tes parents. Elle a dit, il n'y a pas de souci. On va organiser le voyage puisque mes parents sont au village. Elles sont parties, elle est allée rencontrer les parents de la femme. La première nuit même dans le village, des voix lui disaient, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? C'est pas ta femme, c'est la femme du village. Elle n'a pas le droit d'être en couple. Et la femme n'entendait pas les voix, c'est lui qui entendait les voix. Et il faisait semblant de ne pas entendre. Il faisait semblant. Et il a forcé. La nuit, tardivement dans la nuit, il sentait les étouffements. C'est comme si quelque chose l'étouffait. C'est comme si les branches de bananier l'attachaient. Et il criait dans la nuit. Il a dit non, je ne peux pas dormir ici, je ne peux pas. Il a dit à la femme, allons, je ne peux pas. Ils ont pris la voiture. À 1h du matin, ils sont revenus à la capitale provinciale.
Ils ont loué une chambre d'hôtel, puisque les parents se trouvaient au village. Ils ont loué une chambre d'hôtel. Ils ont fait une semaine, ils ont passé une semaine là. Et aller voir les parents dans la journée, revenir dormir à l'hôtel. Mais quand il était à l'hôtel, à la capitale provinciale, ça s'est passé bien, il n'y avait pas de problème. Et ils ont décidé donc de revenir sur Libreville. Et arrivé ici à Libreville, il dit à sa femme, moi je veux t'épouser, mais je ne veux pas t'épouser au village, je préfère que les parents montent sur Libreville. Je vais te doter. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Ils ont organisé le mariage, les parents sont montés à la capitale. Toute la famille était réunie, ça s'est très bien passé. Après le mariage, les parents sont retournés au village. Le calvaire a commencé. Il voyait maintenant sa femme comme une vieille maman, comme une très vieille maman laide avec des rides, des toiles d'araignée partout, des odeurs bizarres. Il a essayé de forcer, ça n'allait pas. Il a forcé. Ça n'allait pas. Il a dit à sa femme, je ne comprends pas. J'ai quand même passé un peu de temps avec toi, mais là, ce que je vois, c'est plus fort que moi. Il a essayé d'amener sa femme. Il avait un ami béninois qui faisait des trucs mystiques. Le gars aussi a dit la même chose, pareil, que non, c'est pas une femme qui doit aller en mariage. Les parents l'ont sacrifiée dans des rites. Elle a des esprits diaboliques en elle, que à chaque fois qu'un homme s'approche d'elle, et l'homme va partir de lui-même. Il a dit au Béninois, non, moi j'aime ma femme, je ne veux pas me séparer d'elle parce que les parents ont fait des choses bizarres, je veux que tu essaies de gaspiller. Le gars a essayé, rien, ça n'allait pas. Ils ont cherché ailleurs, ils ont même voyagé, aller chez le mari, puisque le mari était d'une autre province du Gabon. Ils sont allés là-bas aussi chercher vers le Congo, chercher tout ça là, ils sont revenus. Ça n'allait pas. Malgré tout ce temps, la femme a quand même réussi de tomber enceinte. Vers 7 mois de grossesse, le gars a dit non, c'est plus fort que moi, je ne peux plus supporter. Le gars est parti, il a fui, il a dit non, c'est plus fort que moi. Il est parti. Il a laissé ma cousine enceinte de 7 mois. À l'accouchement de son enfant, elle a décidé, elle a dit non, puisqu'avec tout ça là, elle ne va pas accoucher au Gabon, elle est partie en étranger et elle est accoucher là-bas. L'accouchement s'est passé vraiment, mais c'était désolant parce que l'enfant était né attaché comme une bobine de laine. C'est comme si on avait attaché l'enfant dans le ventre. Vraiment attaché, et l'enfant est sorti mort-né, l'enfant est décédé. D'abord, il ne pouvait même pas vivre parce que la façon qu'il était attaché, les bras attachés contre le corps, vraiment attaché DMG, on n'a jamais vu ça. Ma cousine est revenue. Les frères et sœurs l'ont dit non, tu ne peux pas rester comme ça. Ses amis l'ont conseillé d'adopter les enfants. Elle a dit ok, quand je vais me rétablir, je vais adopter. Elle a décidé de voyager, aller encore dans un autre pays, dans l'Afrique centrale toujours, adopter un enfant. Elle le ramène l'enfant au Gabon. Vraiment, l'enfant a un peu grandi. Il a commencé à présenter des signes bizarres d'un enfant mental, comme s'il était vraiment touché psychologiquement. Il faisait des choses comme un fou. Elle a essayé de contacter l'orphelinat en question. Ils ont dit non, madame, tu as déjà pris l'enfant, on ne peut plus le récupérer. Elle a essayé de contacter les parents puisqu'elle avait aussi les contacts du parent de l'enfant. Rien, les parents ont dit non, nous ne voulons plus de cet enfant, tu as déjà pris l'enfant. Elle a dit je vais faire comment, je vais garder. Elle a encore décidé d'aller adopter un autre enfant, un autre sexe différent. Elle l'amène. Toujours les mêmes choses. Celle-là, c'était pire. Elle fuguait, elle allait partout, des trucs bizarres, on ne comprenait rien. En fait, c'était tout ce que les parents ont fait sur elle qui impactait les enfants. Un jour, sa mère lui disait, pourquoi tu cherches à adopter les enfants? Tout ce que tu as là, c'est pour tes frères. Puisque ma cousine l'a beaucoup investi, elle était riche matériellement.
Elle avait investi. Et la mère lui disait, tout ça là, c'est pour tes soeurs. Tu te sacrifies, aller adopter les enfants, pourquoi? Tu vas avoir les enfants, pourquoi? Tout ce que tu as là, c'est pour la famille. Elle disait aux parents, elle disait à sa mère, pourquoi tu m'as fait ça? C'est toi qui m'as fait ça, c'est toi qui as accepté de me sacrifier. Si vraiment tu me mets comme tes enfants. Regarde toutes mes soeurs, mes petites soeurs qui viennent même après moi, ils ont des enfants. Moi, j'ai tout ça là, mais vraiment, je ne suis pas heureuse. Je passe une vie, vraiment, je ne comprends pas. Je suis très malheureuse dans ma vie. Et j'ai élevé les enfants de mes soeurs. Aucune personne ne m'a remercié. Elles ont arraché leurs enfants comme si rien n'était après que j'ai souffert. Et la mère allait souvent dire à ses petites soeurs, oui, venez prendre tout ce qu'elle a, c'est pour vous. Elle travaille là, c'est pour vous qu'elle travaille. Tout ce qu'elle a, c'est pour vous, allez-y prendre. Vraiment, ça n'allait pas, ça n'allait pas. On a essayé de chercher, on est allé partout. Ça n'allait pas. Vraiment, la morale de l'histoire pour moi, je veux dire aux femmes, surtout aux femmes, vous qui mettez vos enfants au monde, parce que si une femme accepte de sacrifier son enfant après 10 mois, après 9 mois de grossesse, vraiment cette femme-là, ça ne va pas dans sa tête, c'est une sorcière. Tu ne peux pas sacrifier ton enfant pour que ton enfant devienne esclave de quelque chose dans sa vie. C'est quand même méchant. Pour moi, la morale de l'histoire, c'est la faute vient des parents. Vous ne pouvez pas sacrifier vos enfants pour ce genre de choses dans la vie. Tout le monde a le droit d'être heureux et de fonder sa famille. Mais quand vous sacrifiez un enfant pour que l'enfant soit l'esclave de la famille, pour que l'enfant ne se marie pas, pour que l'enfant n'ait pas d'enfant, mais quand elle voit ses soeurs, ses amis qui ont grandi ensemble, ils sont bien, mais elle, quelque chose lui manque, même si elle est riche matériellement, il y a quelque chose qui manque en elle. Vraiment, pour moi, c'est ça la morale de l'histoire. Mes parents, pardon, ne faites plus ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Même si l'homme veut faire, prenez vos enfants, vous fuyez, vous partez. N'acceptez pas, vous ne savez pas quel enfant va vous garder dans la vie. Que ça soit une fille ou un garçon, les enfants sont pareils. Il n'y a pas que les garçons, il n'y a pas que les filles. Parce qu'il y a d'autres qui disent souvent, si tu étais un homme, chaque enfant est unique. Il y a d'autres filles qui viennent dépasser même les hommes, à briller dans la vie. C'est comme ça, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui te donne, c'est pas toi qui choisis. DMG, merci, vraiment merci encore. Likez, partagez, surtout commentez. Je vais encore revenir pour une autre histoire, j'en ai tellement. Merci. Voilà, c'était la dernière histoire. Merci d'avoir participé jusqu'à la fin. À demain, 12h pour une nouvelle vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Faites comme d'habitude, j'ai confiance. On est ensemble.